C'est un peu la même théorie que l'Europe a développée au niveau de l'OMC avec la multifonctionnalité, en disant que l'agriculture ne peut pas être une marchandise. L'agriculture a d'autres valeurs sociales, sociétales à jouer, d'autres valeurs rurales. Il y a des considérations non commerciales dans le domaine de l'agriculture et que pour cette raison, l'agriculture doit être protégée plus que les autres marchandises. C'est pour cette raison que les négociations à l'OMC achètent sur l'agriculture, qui est le domaine le plus protégé, et où même les pays économiquement forts demandent des flexibilités. Alors, cette 5e bande tarifaire qui a été théorisée par la sous-région, en tenant compte des réalités agricoles régionales, ne sera jamais mise en œuvre dans un tel scénario, parce que l'intégration économique n'est pas présente. Les agriculteurs sont de ce point de vue restés en rade avec un tarif maximum de 20% qui ne protège pas suffisamment les agriculteurs. Au niveau du tissu industriel, c'est à peu près la même configuration. On commençait à parler de capacités d'offres régionales, de capacités de production régionale, pour aller au-delà des petites souverainetés nationales qui offraient des marchés exigus. Eh bien, le tissu industriel s'effrite. On renonce à une stratégie régionale de mise en place d'infrastructures, parce qu'aujourd'hui, la politique de la région, c'est de se dire, puisque nous ne pouvons pas y arriver seuls en matière d'infrastructure, on va mettre en commun ce que nous avons. Et au lieu d'avoir, par exemple, un gros projet de route, de pont, un projet unique, on donne à chaque pays la possibilité de prendre en responsabilité ce qu'il doit faire dans son propre pays. Si on parle, par exemple, aujourd'hui dans la région, je donne juste un exemple d'une route Dakar-Abuja, il n'y a pas un méga projet qui va s'occuper de cette route, mais on va demander au Sénégal de faire ce qu'il a à faire au Sénégal. À partir de la frontière, l'autre pays prend le relais, etc. Ce qui fait que chaque pays donne plus ou moins une cotisation pour arriver à une méga infrastructure régionale, sans pour autant qu'il y ait à la base énormément de moyens ou méga projets. Alors, ces grands projets d'infrastructure qui pouvaient exister par cette intégration régionale n'existent plus non plus parce qu'on a 3 régimes commerciaux différents et les gens ne parlent plus d'une seule voix dans la région. Dernier élément, sur le plan strictement commercial, donc on a vu que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont pris l'Union européenne comme partenaire principal. Les PMA qui ont sans donner beaucoup d'efforts ont accès au marché européen commencent à passer à la diversification de leurs partenaires. Le problème de cette fameuse clause NPS qui était prévue dans l'APE revient. Puisqu'il n'y a pas d'APE, l'Union européenne n'a pas réussi à gagner ce combat d'avant-garde par rapport à la diversification du partenariat, et tous les accords commerciaux futurs signés par les pays de la région ne pourront pas bénéficier directement à l'Union européenne. Les pays de la région, pris individuellement, pensent que c'est la solution. Ils vont signer des accords avec le Brésil, avec l'Inde, avec la Chine. Mais la différence est que autant ils ont des partenaires commerciaux divers, autant pour chaque accord, ils négocient en position de faiblesse, parce qu'ils ont des marchés exigus, ils ont des difficultés au niveau technique et financier. Au niveau de la région, il n'y a pas de politique commune. Et cela donne une région fragile qui, dans le statu quo actuel, où il n'y a pas d'accord de partenariat économique, il y a des accords individuels, une région totalement fragmentée et totalement en contradiction avec tout le processus qu'ils ont mis en place depuis bientôt 25 ans, et l'intégration régionale vole en éclats. Quand le tonnerre gronde et que chacun pose sa main sur sa tête, les risques d'être emportés sont plus importants que quand on